السلام عليكم هزوا الفلاوين كي راكم دايرين صحة فطوركم صحة سحوركم. Écoutez, comme promis, je suis à Marrakech. Vous savez que j'ai vécu 3 ans avec ma famille ici dans les années 2010 avant de m'engager dans la vie politique algérienne, avant de faire 5 prisons. Et ce qui m'a toujours agréablement surpris ici au Maroc, c'est qu'il y a une différence entre le peuple marocain qui est très gentil, très hospitalier et très respectueux. Mais la différence entre le peuple et le pouvoir marocain, c'est-à-dire quand on voit l'action du gouvernement marocain qui s'est allié avec le génocidaire Netanyahou, on comprend plus rien. On comprend plus rien. Vous savez que même le roi Hassan II, Rabbi Yarhamou, n'a jamais voulu développer des relations diplomatiques claires et franches. Il a un conseiller marocain qui est de culture juive, il avait des relations d'affaires avec Israël, avec Tel Aviv. Il a même fait un sale coup lors du sommet de la Ligue des États arabes en 65 qui a permis à Tel Aviv d'avoir tous les plans de guerre des pays arabes, et c'est à cause de cela, à cause de cette trahison que les pays arabes ont perdu face à Tel Aviv en 67, que 100% de la Palestine a été occupée. Mais on va dire ça, c'est le back-office, c'est-à-dire c'est dans la cuisine. Officiellement, jamais, je dis bien jamais, Hassan II n'a voulu avoir des relations diplomatiques officielles. Donc je reviens au peuple marocain. Vous savez que le peuple marocain et le peuple algérien ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas parce qu'ils ne vivent pas ensemble. Ils ne vivent pas ensemble. Ils ne vont pas à l'école ensemble. Ils ne travaillent pas ensemble. Ils ne jouent pas au football ensemble. Ils ne sont pas dans des associations ensemble. Les seuls Marocains et Algériens qui se connaissent, ce sont les Algériens de la diaspora en France. En France, les Algériens et les Marocains vivent ensemble, vont à l'école ensemble, travaillent ensemble, jouent au football ensemble, militent dans des associations ensemble. Mais au Maroc et en Algérie, il y a une ignorance totale de l'un à l'égard de l'autre. La seule perception que le peuple marocain et le peuple algérien ont les uns par rapport aux autres, c'est une perception médiatique ou alors les mouches électroniques qui sont infectes des deux côtés. Je dis bien des deux côtés. Et c'est à cause justement de ces mouches électroniques que la tension est exacerbée et aiguë et le climat est délétère entre les Algériens et les Marocains, notamment sur les réseaux sociaux. Et je dis bien des deux côtés. Vous connaissez mon franc-parler. Moi, je dis les choses telles que je les ressens, telles que je les vis. Je n'ai jamais eu de problème avec des Marocains. Est-ce que vous savez que la nounou, c'est-à-dire celle qui s'est occupée de mon unique fils, est une Marocaine? C'est Moha Khalti Milouda, avec son mari qui était extraordinaire, Rabbi Yarhamou. J'ai appris qu'il est décédé, Rabbi Yarhamou. Mon fils, il a été élevé avec leur petit-fils qui s'appelle Younes. Donc, et puis je continue à l'école. Mon meilleur ami marocain. Est-ce que vous le savez? J'étais à l'école avec un Marocain au collège Voltaire à Paris. On avait 12 ans, il s'appelle Riyad. Mais c'est mon meilleur ami, ça fait 41 ans que je le connais. Et vous croyez que je vais dire que les Marocains sont des ennemis? Mais ça va pas, non. Mais ça va pas, non. Là, le bliss. Et là, c'est un message pour les deux camps, hein, les Marocains et les Algériens. Arrêtez vos conneries. Le militant associatif avec qui je milite depuis 25 ans, c'est un Marocain, il s'appelle Hassan. C'est avec lui qu'on a essayé de développer la conscience citoyenne parmi les populations nord-africaines. Et pareil, j'ai travaillé avec un Marocain aussi pour essayer de défendre la cause des musulmans en France. À l'époque, on avait créé le Forum citoyen des cultures musulmanes. Donc moi, les Marocains, je les connais de l'intérieur. خدمت معاهم، قريت معاهم، تربيت معاهم، ناظرت معاهم.
أنا ما نشوفهمش في الفيسبوك ولا في اليوتيوب ولا في التيك توك. Je les connais. J'ai confié mon fils à une famille marocaine. Mon fils a été à l'école au Maroc, ici à Marrakech, à l'école américaine. لا البلاد البلاد. شوفوا يا ولاد البلاد. المشكل السياسي الفوق بيناتهم، احنا ما تدخلنا. أنا نهضركم كمواطن من شمال إفريقيا. ما لازمش نخلوا هذو المشاكل بين السبوعة اللي راهم الفوق يأثروا مع المعيشة بين الشعوب. On peut pas laisser les problèmes diplomatiques ou les problèmes politiques rendre malsaines les relations qu'il y a entre les peuples algériens et marocains. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous trouvez ça normal que la France, qui nous a colonisés pendant 132 ans, qui nous a massacrés pendant 132 ans, 5,5 millions d'Algériens ont été massacrés, violés, brûlés, leurs terres ont été expropriées, leurs forêts ont été brûlées. Et on a des relations, ah oui, il n'y a plus de lumière là, معليش. Et on a des relations normales avec les Français. Je pense qu'il doit y avoir 35 vols par semaine entre Paris et Alger ou d'autres villes algériennes ou d'autres villes françaises, alors qu'on n'a aucun vol entre l'Algérie et le Maroc. Vous croyez que le président algérien ou le gouvernement algérien ou le roi marocain ou le gouvernement marocain vont être touchés par le fait qu'il n'y a pas de circulation par voie terrestre, ni par voie maritime, ni par voie aérienne? Vous croyez qu'ils sont touchés, eux? Mais ils ne sont pas touchés. C'est qui les victimes de ces décisions politiques et diplomatiques? Ce sont les peuples. Zouaoula, les étudiants, les jeunes, les familles. C'est eux les victimes de ces décisions politiques et diplomatiques. Les gouvernants, ils n'en ont rien à faire. C'est pas leur problème. Eux, ils vont à Paris, ils vont à New York, ils vont à London. Ils vont à Genève, ils vont où ils veulent. Ils ne sont pas touchés par ces décisions-là. Donc, à un moment donné, il faut avoir une conscience populaire. On ne va pas laisser des problèmes politiques et diplomatiques massacrer, rendre invivable la vie quotidienne des peuples nord-africains et plus largement des peuples africains, que ce soit les peuples maliens, les peuples nigériens, les peuples mauritaniens, etc., etc. Est-ce que vous saviez, je vous donne un exemple, vous savez que l'Algérie reproche au Maroc d'entretenir des relations diplomatiques avec Tel Aviv. Est-ce que vous savez que la Mauritanie, pendant 10 ans, a entretenu des relations diplomatiques avec Tel Aviv? Est-ce que vous le saviez, ça? Mais moi, je vous le dis, parce que la Mauritanie a entretenu des relations diplomatiques avec Tel Aviv, et je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Est-ce que vous savez que la Tunisie, après les accords d'Oslo, donc notamment à partir de 1994, avait des relations d'affaires, il y avait un bureau d'affaires de Tel Aviv à Tunis? Est-ce que vous le saviez? Il ne faut pas tomber dans le piège des propagandes des différents pays. Il faut faire travailler votre cerveau. Il faut lire, il faut faire des recherches, il faut étudier. On ne va pas laisser la situation s'empirer comme ça. À qui profite cette situation? Dites-moi à qui elle profite. Dites-moi à qui elle profite. Est-ce qu'elle profite au peuple? Regardez, est-ce que vous trouvez ça normal que pour venir à Marrakech, je suis obligé de faire Alger, Alicante, Marrakech? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je parle des peuples. Je ne parle pas des gouvernements. Encore une fois, je condamne l'attitude du ministre des Affaires étrangères marocain qui a décidé de normaliser ses relations avec Israël alors qu'il n'y a pas d'État palestinien. Comme l'a dit le président algérien, le jour où il y a un État palestinien, ce jour-là, tout est ouvert. Mais tant qu'il n'y a pas d'État palestinien, pas de relation. Voilà, c'est un deal. Vous connaissez dans la culture américaine, c'est gagnant-gagnant. Tu donnes un État palestinien, peut-être qu'il y aura des relations diplomatiques. Voilà, il faut savoir se faire respecter. Mais à partir du moment où vous donnez
sans recevoir alors que le Maroc est président du comité Al-Quds. Mais c'est pas normal ça. C'est pas normal. Un pays où le roi est commandeur des croyants, où il est président du comité Al-Quds, il ne peut pas sacrifier la cause palestinienne, voyons. Mais c'est du bon sens. Donc ma position, elle est très claire. Encore une fois, moi, je défends les peuples nord-africains. Est-ce que c'est clair? Regardez, je suis à Marrakech, vous pouvez voir. Voilà, je suis à la belle ville de Marrakech. C'est vraiment une ville charmante. Alors, il y en a pour tous les goûts, bien sûr. Moi, ce que j'aime ici, c'est parce que cette ville, vous connaissez la mosquée Koutoubia. Est-ce que vous savez que elle a été fondée par un Algérien de Nodroma. C'est lui qui est le fondateur de la dynastie des Almohades au XIIe siècle. Il faut le dire quand même. C'est pour ça que j'aime bien Marrakech, parce que j'ai l'impression d'être en Algérie. Et vous savez que, du côté de ma maman, nous sommes originaires de Béjaïa, mais du côté de mon papa, on est de Chlef, mais son arrière-grand-père est de Nodroma, de la même ville. De la même ville où est né le fondateur de la dynastie nord-africaine. Nord-africaine, Abdelmoumen, fondateur de la dynastie des Almohades. Vous savez que le chef spirituel s'appelait Ibn Toumert, c'était un Marocain, mais celui qui a fondé la dynastie El Mouahidoun ici à Marrakech est un Algérien de Nodroma. Eh oui, Algérien de Nodroma. Et il était commandeur des croyants avant la dynastie des Alaouites. Donc, un Algérien de Nodroma était commandeur des croyants ici à Marrakech. Et c'est le premier qui a unifié, je dis bien, le premier qui a unifié toute l'Afrique du Nord au XIIe siècle. Eh oui, Algérie, Maroc, Tunisie, jusqu'à la Libye. Eh oui, c'est un Algérien, le grand Abdelmoumen, fondateur de la dynastie d'El Mouahidoun. Eh oui, c'est l'histoire, mais pour connaître ces choses-là, il faut lire. Il faut pas avoir peur de l'histoire. Et c'est pour ça que je suis à l'aise. Pourquoi je viens à Marrakech, à votre avis? Mais parce que je suis sur les traces du fondateur algérien de la dynastie des Almohades, Si Abdelmoumen, le commandeur des croyants de toute l'Afrique du Nord. Donc je suis très à l'aise. C'est pour ça que vous verrez que jamais je ne cultiverai la division entre les peuples nord-africains. Je défendrai toujours, je dis bien, toujours, quoi qu'il arrive, l'unité des peuples nord-africains. Je dis bien toujours et quoi qu'il arrive. Et ne comptez pas sur moi pour tomber dans le piège de la propagande stérile et suicidaire des uns et des autres. Il y en a qui veulent revendiquer le Sahara oriental, il y en a qui veulent, je ne sais, créer une république du Rif, etc., etc. Vous croyez que Rachid Nekaz va tomber dans le piège des divisions? Mais au grand jamais, au grand jamais. Mon ambition jusqu'à mon dernier souffle sera de favoriser l'union des peuples et une fédération nord-africaine pour créer une vraie puissance en Afrique du Nord de façon à pouvoir contenir l'hégémonie européenne, américaine, russe, chinoise ou indienne. Car, il faut être lucide, ce n'est pas avec nos petits pays respectifs, avec nos petites économies respectives et avec nos petites armées respectives qu'on va pouvoir rivaliser avec des grandes puissances atomiques comme l'Europe, comme l'Amérique, comme la Chine ou comme la Russie ou comme l'Angleterre. Il faut être sérieux. Moi, je suis très lucide. Je connais nos faiblesses et je connais nos forces. Nos forces, c'est notre identité commune, identité religieuse, linguistique, culturelle, traditionnelle. Et nos faiblesses, ce sont nos divisions, nos narcissismes, nos égocentrismes,
notre arrogance, notre fierté mal placée. Et je combattrai tous ces défauts avec toutes mes forces. Donc encore une fois, ne comptez pas sur moi pour tomber dans le piège de la propagande des uns ou des autres. Je dirai la vérité. De la même façon que je dis que le sultan Mohamed Al-Khamis a aidé l'Algérie à devenir indépendante en abritant 5 usines d'armement au Maroc pendant la guerre de libération. J'ai dit aussi que grâce à la Tunisie, nos moudjahidines ont pu se réfugier sur le territoire tunisien afin de lancer des attaques contre le colonialisme français. Et de la même façon, j'ai dit que l'Algérie s'est révoltée, notamment dans le nord constantinois, le 20 août 1955, afin de rétablir le sultan Mohamed V sur le trône du Maroc. Car le 20 août 1953, les Français, le colonialisme français, avaient banni le sultan Mohamed Al-Khamis et avait mis à sa place le glaoui de Marrakech, Ben Arrafa. Et oui, l'Algérie a contribué au retour sur le trône du Maroc du sultan Mohamed Al-Khamis. C'est ça être honnête intellectuellement. Et oui, je suis honnête intellectuellement. Et ce que je regrette, c'est que de part et d'autre, il y a une maladie de l'amnésie de l'histoire. Et on ne peut pas avancer ensemble si chacun de nous oublie une grande partie de notre histoire commune. Car oui, pendant les guerres de libération, pendant les mouvements d'indépendance, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains étaient main dans la main. Mais ensuite, depuis qu'on a eu un drapeau et un État, on est devenus des malades du pouvoir, tous tels que nous sommes. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens sont devenus des malades du pouvoir. Ils ne veulent plus lâcher le pouvoir. Il y en a un qui s'est déclaré président à vie. Il y en a un qui n'a pas voulu quitter le siège d'El Mouradia pendant 4 mandats. Il y en a un autre qui a massacré les habitants du Rif en 1958-1959 en balançant du napalm avec des pilotes français. Il y a eu 8 à 10 000 morts dans le Rif. Bref, on ne peut pas continuer comme ça. Et c'est pourquoi aujourd'hui, à partir de la ville de Marrakech, fondée, notamment la grande mosquée d'El Koutoubia, fondée par l'Algérien Abdelmoumen Niad Androma, je vous lance ce message de fraternité, de lucidité, de réalisme et d'ambition collective. Voilà, Oulad El Bled, voici le message que je voulais vous adresser à partir de Marrakech, comme vous le voulez. Il n'y a pas de policiers qui nous suivent, hein, donc alhamdoulilah. Donc là, il y a un peu d'ombre. Donc vous avez vu les déclarations que j'ai faites au niveau du Maroc. Vous savez, et là je m'adresse pour finir cette vidéo à mes frères marocains. Moi j'ai remarqué, les frères marocains, quand je critique l'Algérie, quand je fais 2 livres sur la dictature algérienne, ils sont contents, ils m'aiment beaucoup. Quand je leur parle de Tanger, que c'est une magnifique ville avec un port extraordinaire, ils sont très contents. Mais alors, ils ne supportent aucune critique. Les Marocains, c'est comme les Algériens, c'est des malades mentaux. Je parle des mouches électroniques, encore une fois. Mais vous êtes des malades mentaux. Mais dans la vie, mes chers amis, il y a toujours des points positifs, il y a des points négatifs. Il faut accepter les critiques. Oui, il faut accepter les critiques. Et ne comptez pas sur moi pour vous brosser dans le sens du poil. Hein. Moi, j'ai une formation d'historien et de philosophe. Vous croyez qu'à 53 ans, je vais commencer à faire de la chita? Mais ça va pas, non? Quand des choses sont positives, je les dis publiquement. Et quand c'est négatif, je les dis aussi publiquement. Que cela vous plaise ou que cela vous déplaise. C'est ça, être un honnête homme. Mais oui, mais comme jadis, à l'époque des Omeyyades et des Abbassides, ou à l'époque de l'Espagne musulmane, il y avait des honnêtes hommes. Il y avait des Ibn Rushd, il y avait des Al-Kindi, il y avait des Ibn Farabi, il y avait des grands hommes. Aujourd'hui, on a des médiocres à tous les échelons. Et oui, voici le message que je voulais vous faire passer. Vous savez, je suis heureux de pouvoir, avec un passeport algérien, vous savez qu'on peut venir au Maroc avec un passeport algérien sans visa. Wallo. Adi, hamdoulillah.
Et les Marocains aussi peuvent venir en Algérie sans visa. Mais il n'y a pas de route, il n'y a pas de bateau et il n'y a pas d'avion. Alors qu'avec la France, il y a 35 vols par semaine, alors qu'elle nous a massacrés pendant 132 ans et qu'elle a tué 5,5 millions d'Algériens. Mais c'est illogique tout ça. Mais c'est illogique. Oui, en tant qu'Algériens, nous devons dénoncer le partenariat qu'il y a entre le gouvernement marocain et Netanyahou, le génocidaire. Oui, je le dis haut et fort ici à partir de Marrakech. Mais on ne doit pas pénaliser le peuple marocain. On ne doit pas pénaliser le peuple algérien, on ne doit pas pénaliser le peuple tunisien, on ne doit pas pénaliser le peuple libyen et on ne doit pas pénaliser le peuple mauritanien. Nous devons travailler au service des peuples. Min al-shab wa ila al-shab. Et les rivalités d'en haut, les problèmes de leadership d'en haut ne doivent pas interférer et ne doivent pas rendre impossible la vie quotidienne de nos frères et de nos sœurs sur ces 5 pays. Parce que Rabbi Magal Shrak, Dieu ne veut pas, Dieu Subhanahu, ne veut pas que nous empoisonnions la vie quotidienne de ces différents peuples. Car au final, c'est le même peuple. C'est un peuple originellement berbère qui a été arabisé. C'est exactement le même peuple et qu'on est en train de diviser. Alors que l'Europe est en train de s'unir, ils viennent de mettre en place un plan de défense européen de 800 milliards d'euros. 27 pays, 27 régimes politiques, 100 langues, je ne sais combien de religions différentes. Alors que nous, même peuple, même langue avec un S, même culture, même religion, même tradition, et on s'amuse à nous diviser bêtement. Comme des imbéciles, hachakoum. Nous sommes des imbéciles. Les Européens se moquent de nous. Oh, ils disent, oh là là, ces Africains du Nord, ils ont rien dans la tête. Ils se divisent pour un oui, pour un non. Ils ont un ego mal placé, une fierté mal placée, etc., etc. Moi, je suis né en Europe, j'ai vécu avec les Européens. Je sais comment ils pensent. Matin, midi et soir, ils se moquent de nous. Ils pensent qu'on est des petits enfants incapables de travailler ensemble dans la diversité. عيب علينا عيب علينا وعيب علينا وهذو الذباب électroniques هذو les mouches électroniques بردوا قلبكم. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous savez, il n'y a rien qui m'effraie. Je n'ai peur de personne sauf de Dieu subhanahu. Donc vous pouvez critiquer, insulter, car j'ai reçu tellement d'insultes de ces mouches électroniques marocaines. Ah là 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 là. Mais vous êtes pitoyable. Mais vous êtes pitoyable. Mais vous êtes pitoyable. Vous croyez que moi, je vais avoir peur de me déplacer? Vous voyez, je suis tout seul. Regardez. Je suis tout seul. Regardez, il n'y a personne derrière. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne m'empêchera de militer pour l'union des peuples nord-africains. Personne ne m'empêchera de militer pour une fédération nord-africaine. Et personne ne m'empêchera de penser que c'est en étant unis que nous allons gagner. Car en cultivant nos divisions, nous allons tout perdre. C'est parce que nous étions divisés que la France a colonisé l'Algérie, que la France a mis la Tunisie et le Maroc sous protectorat français. Nous étions divisés. Nous n'avons pas la culture du travail en commun. Nous savons prier ensemble 5 fois par jour, mais en dehors de la mosquée, nous ne savons rien faire ensemble. Nous ne produisons rien ensemble. Ni des patates, ni des armements, ni des voitures, ni des hélicoptères, ni des avions, ni des bombes atomiques, ni des satellites. Nous ne savons rien faire ensemble. Et nous pensons être les plus intelligents du monde. C'est quand même extraordinaire quand même. Hein. Il faut avoir du culot, il faut avoir une certaine audace pour croire qu'on est les meilleurs du monde, alors qu'on est les plus nuls de cet univers. Vous entendez ou pas? Le monde entier se moque de nous. Le monde entier se moque de nous. Et notamment les Européens que je connais très bien. Les Américains, vous savez ce qu'ils disent de nous, les Américains? Ils ne savent même pas où se trouvent le Maroc et l'Algérie et la Tunisie. Est-ce que vous le savez, ça?
Ils ne savent même pas où ça se trouve sur une carte. Pour les Américains, nous n'existons pas. Et pour les Européens, nous sommes ces peuples qu'on peut coloniser très facilement. Ah, ya oulad blad, ya warrah Abd al-Moumen al-Mouahid. Où est le grand calife Abd al-Moumen, qui est né à Nadroma et qui a réussi à unifier l'ensemble de l'Afrique du Nord à partir de Nadroma, en faisant de Marrakech sa capitale. Ah, ya Rabb al-Karim, ya. Voilà comme les grands hommes. Où sont les grands hommes nord-africains? Où sont-ils? Où sont ces grands hommes qui arrivent à travailler ensemble? Ibn Tomert le Marocain et Abd el-Moumen l'Algérien, ensemble, ils ont unifié l'Afrique du Nord. Je ne cesserai jamais de le répéter. Jamais, jamais, jamais. Voilà mon message, avec beaucoup de passion, car je suis un homme passionné, je suis un homme engagé, je suis un homme qui voudrait que la situation s'améliore pour les peuples nord-africains, car mon ambition ultime, c'est que, à terme, dans 10 ans, dans 20 ans, le monde entier puisse respecter les peuples d'Afrique du Nord, les pays d'Afrique du Nord en particulier, et l'Union africaine en général. Barakallahu fikum. Tahiyya al-Jazair. Allah yarham al-shuhada. وصحة صحوركم إن شاء الله.